Bonjour, deuxième partie de ce chapitre 5, les documents de synthèse prévisionnels. Dans le premier paragraphe, nous avions abordé le budget de trésorerie. Eh bien, les documents de synthèse tels que le compte de bilan et le compte de résultat sont un peu le toit, le faîtage de la construction budgétaire. Ils ont deux principaux objectifs. Tout d'abord, ils doivent nous permettre de vérifier la cohérence globale de toute cette démarche, ce montage de budget. Et donc on doit déboucher a priori sur ce qui était les buts initiaux de toute la planification opérationnelle. Une direction avait mis en place des grands objectifs qui s'inscrivent dans un plan stratégique, mais finalement après toutes les options de niveau des ventes, de production, de commercialisation, etc., est-ce qu'on a atteint les résultats souhaités, par exemple? Donc, est-ce qu'on a atteint la rentabilité sur les exercices futurs, en tout cas de manière prévisionnelle? Et est-ce que par ailleurs, lorsqu'on se tourne vers le bilan, on retrouve un équilibre financier ou non? Ce compte de résultat prévisionnel, comme tout compte de résultat, va regrouper les soldes des charges et des produits qui sont en provenance de tous les budgets vus précédemment. Alors pour ce compte de résultat, il n'y a pas de présentation type de modèle qui s'impose. Mais très logiquement, nous allons être amenés à comparer le compte de résultat comptable de ce qui a été le compte de résultat prévisionnel. La logique veut que ce compte de résultat prévisionnel soit calqué en type de structure sur celui du plan comptable. Vous retrouverez ainsi trois grandes parties, celui de l'exploitation, la partie du financier et la partie de l'exceptionnel. Et nos budgets vont venir alimenter tout cela. Ainsi, le budget des ventes viendra alimenter les lignes de produits, production vendue, éventuellement marchandises vendues. Le budget de production, vous le retrouverez tant du côté des produits, afin d'établir quel est le niveau de la production stockée, que du côté des charges, où il nous permettra d'avoir des informations notamment sur ce qui a dû être acheté, donc sur les approvisionnements, mais également sur les variations de stock de ces mêmes approvisionnements. De l'autre, des budgets, des charges administratives de distribution vont nous donner des informations sur le niveau des charges de personnel, sur les éventuelles charges externes, mais également sur les amortissements. Et puis enfin, le budget des investissements, lui, viendra alimenter d'une part la ligne des dotations aux amortissements, mais également participera à compléter les données sur les charges financières, puisque qui dit investissement dit également emprunt pour financer celui-ci, donc charge d'intérêt. Ça peut être également des produits financiers, parce que des placements ont eu lieu. Enfin, la zone exceptionnelle, elle, sera relativement très peu pourvue, voire inexistante, de par son caractère peu prévisible, si ce n'est sur la revente d'équipements d'occasion qui sont déjà programmés dans un plan d'investissement. Le bilan prévisionnel, lui, va demander un peu plus de documents. Le point de départ, c'est le bilan de l'exercice qui vient de s'achever ou qui est en train de s'achever. On partira ainsi des soldes initiaux. Le compte de résultat prévisionnel va être relativement indispensable puisqu'il permet de compléter la colonne des amortissements comme celle des provisions de l'actif du bilan prévisionnel, et le résultat net lui rejoindra la partie des capitaux propres de ce même bilan prévisionnel. Enfin, le budget de trésorerie comme les budgets partiels vont être indispensables. Le budget de trésorerie nous donnera le niveau des disponibilités, éventuellement des valeurs mobilières de placement. Et les différents budgets partiels, tels que le budget de TVA, va renseigner à l'actif ou au passif les crédits ou les dettes fiscales. Là aussi, le financement va être important parce que le budget de financement nous donnera des informations sur l'usage soit de nouveaux capital, augmentation de capital, soit sur de nouveaux emprunts, comme d'ailleurs le plan d'investissement viendra compléter les lignes d'immobilisation incorporelle, corporelle ou éventuellement financière.
Pour établir le bilan prévisionnel, une règle incontournable, c'est la règle d'égalité entre les stocks, les entrées, les sorties et le stock final. L'idée sera de dire on va partir donc pour chaque poste du bilan, tant à l'actif qu'au passif, des postes à l'ouverture, auxquels va se rajouter en plus ou en moins des flux prévisionnels, ce qui nous permet d'obtenir alors les postes du bilan prévisionnel. Suivant la taille de l'entreprise, eh bien on peut être amené à aller un peu plus loin et établir ce qu'on appelle un tableau de financement. Ça, j'en parlerai plutôt en Master 1, qui va réfléchir cette fois-ci en grands termes de variation de l'équilibre financier. Donc on aura une approche par la variation de fonds de roulement net global. Qu'est-ce qu'il explique? Est-ce qu'on a de nouvelles ressources stables? Est-ce qu'on a une variation des emplois stables? Et puis également, on va expliquer la manière dont cette variation de fonds de roulement net global est utilisée. Peut-être qu'on a une augmentation des stocks ou des créances clients, une diminution peut-être des dettes fournisseurs, ou alors, plus simplement, une augmentation du fonds de roulement net global se traduit par une augmentation de la trésorerie nette. Quoi qu'il en soit, eh bien, ces documents de synthèse prévisionnelle vont interagir sur des éléments d'analyse financière. Ainsi, quand je suis en train de réfléchir au compte de résultat prévisionnel, ça veut dire que je m'avance sur un résultat net, ou tout au moins une prévision de celui-ci, et donc je débouche tout naturellement sur la rentabilité financière, la rentabilité à destination des actionnaires, des associés, donc qui eux sont effectivement très preneurs de ces prévisions-là. Il faudra alors se dire que ce que l'on a envoyé comme prévision doit répondre à l'attente de ses associés et tout faire pour pouvoir respecter finalement la parole donnée. Qui dit également compte de résultat associe à celui-ci la capacité d'autofinancement. Là on l'a également vu en analyse financière. On a la règle d'abord de capacité de remboursement qui va s'appliquer. Les dettes financières divisées par la CAF est inférieur à 3 années de CAF. Donc là, ce sera un point à vérifier. Au besoin, une partie du déroulement budgétaire sera peut-être à revoir. Et puis il y a cette fameuse règle aussi de l'autofinancement. On s'attend que l'entreprise croyant dans ses projets, eh bien, en finance une part minimale qu'on estime aux alentours de 30% en général. Si ces règles de base n'étaient pas respectées, eh bien, cela veut dire qu'on doit peut-être bien revoir nos hypothèses. On avait imaginé un potentiel du marché, une capacité à proposer un prix. Si le prix est trop faible, évidemment, la marge ne sera peut-être pas très élevée. On a peut-être aussi une réflexion à mener sur les coûts préétablis. Sont-ils proches de ce qui sera la réalité? Sont-ils logiques? Ou au contraire, sont-ils surévalués? Et puis ça peut être à partir des ratios, tenter d'améliorer ceci en revoyant les projets d'investissement, en revoyant peut-être également les différents types de sources de financement que l'on pense utiliser. Améliorer la rentabilité financière, c'est peut-être limiter l'augmentation de capital et passer par de la dette, vous vous rappelez l'effet de levier, ou si c'est un problème du côté de la capacité d'autofinancement, c'est peut-être un problème de dette un peu élevé par rapport à la CAF. Vous voyez là on a un certain nombre d'hypothèses à remettre à plat qui nous fait repartir en boucle sur tout le processus budgétaire. Après on a aussi du côté du bilan des choses à voir, puisque le bilan prévisionnel nous fait déboucher sur une logique d'analyse fonctionnelle, c'est celle de l'équilibre financier du bilan. Donc on a une règle de base qui est la règle d'équilibre. On va s'attendre à ce que le fonds de roulement net global de notre bilan prévisionnel soit égal à la somme besoin en fonds de roulement plus trésorerie nette. Mais là vous voyez tout de suite que le risque c'est qu'on débouche sur une trésorerie nette négative si le FRNG se retrouve à un niveau trop faible. Ça normalement c'est déjà en grande partie vu dans le budget de trésorerie, puisqu'on a réglé le problème en faisant en sorte de ne pas avoir de trésorerie négative. Mais si effectivement vous êtes avec une trésorerie en fin d'exercice négative, vous la retrouverez ici. A priori nos hypothèses de travail n'étaient pas bonnes.
Une autre règle, c'est celle d'autonomie financière, l'idée que le montant des dettes financières ne peut excéder le montant des capitaux propres. Si c'était le cas, ça veut dire que c'est les banques et les prêteurs en général à l'entreprise qui assument le risque et non plus les associés. Donc là aussi, on a, vous voyez, c'est un certain nombre d'équilibres à respecter sur les points issus de ces deux diapos. Je peux effectivement rechercher une meilleure rentabilité financière en augmentant la dette financière, mais avec une contrainte, c'est que cette dette financière et les capitaux propres, dans le pire des cas, sont de montants égaux. Bref, c'est peut-être pas une surprise pour vous, hein. Le contrôle de gestion et l'analyse financière à un moment se rejoignent, et la logique du contrôle de gestion est aussi la logique de l'analyse financière quand on aborde les documents finaux. Je vous remercie de votre attention.